Dans le Zoom de la Rédac, on vous propose une immersion dans les coulisses de nos rédactions. Et l'idée, c'est de comprendre comment nos journalistes abordent les faits marquants de l'actualité nationale et internationale. C'est une édition spéciale aujourd'hui, un dossier 100% Kitab dans son numéro 1130, en kiosque le 18 avril dernier, date qui coïncidait, on le rappelle, avec le début du Ciel, le salon international de l'édition et du livre à Rabat, tel quel a consacré un long dossier aux romancières de la diaspora. Dossier qui a été élaboré, on le rappelle, en partenariat avec le CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Comment les Marocains du monde contribuent à l'effervescence de la littérature marocaine? On pose la question à Soundous Chalaibi. Bonjour Soundous. Bonjour Bouchra. Merci d'être avec nous pour ce Zoom de la Rédac un peu spécial, on le rappelle, et qui te tenait forcément à cœur, puisque tu as réalisé et coordonné ce dossier spécial que je viens d'évoquer, dédié aux plumes diasporiques, avec en gros titre « Diaspora, littérature au féminin ». Pourquoi avoir choisi de faire un focus en particulier sur les femmes? Je le disais, c'est un dossier qui a été réalisé en partenariat avec le CCME, oui. Donc le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et c'est un dossier qui, je pense, se justifie par une dynamique qui s'est installée. Je préfère parler de dynamique que de mouvement. Il y a quand même une certaine différence, mais voilà. Une dynamique qui s'est installée ces dernières années et qui s'affiche de façon, qui se traduit de façon de plus en plus claire, à savoir que il y a de plus en plus de femmes qui écrivent. 2, elles sont de plus en plus nombreuses, notamment à l'étranger. Et quand on dit à l'étranger, eh bien, c'est pas nécessairement que en France. C'est l'exemple, en fait, ou l'exemple qui nous vient le plus facilement en tête, de par la proximité, de par la langue aussi. Mais en fait, c'est une dynamique qui va vraiment s'étendre dans des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne aussi, l'Italie, où on assiste en fait de plus en plus à des femmes, jeunes ou moins jeunes, qui écrivent, qui sont publiées et qui disent en fait chacune quelque chose de ce Maroc, ou pas d'ailleurs, dont elles viennent. Mais cet ancrage-là existe, et c'est vrai que le fait que ce soit autant multiplié ces dernières années, ça prêtait, il me semble, à ce dossier qui propose alors à la fois de les découvrir, de les connaître, parce que beaucoup peuvent être très connus dans leur pays, enfin le pays dans lequel elles vivent, et pas du tout au Maroc, en raison de barrières linguistiques souvent, et aussi de comprendre finalement ce qu'elles ont à raconter. Alors ce dossier Soundous, et tu l'as bien précisé, a été réalisé donc avec le CCME, d'où le choix, et on le comprend, de mettre en avant les plumes diasporiques. Mais dans l'absolu, Soundous, est-ce vraiment nécessaire de séparer les deux? En quoi les romanciers qui écrivent depuis l'étranger, finalement, sont différents de ceux qui résident au Maroc? Est-ce que c'est au niveau des formes, des thématiques abordées? Qu'est-ce qui t'interpelle le plus, toi? Je ne sais pas si ce dossier a vocation à vraiment les séparer. Et je pense pas y avoir pensé comme ça, de cette manière-là. Comme je te disais, pour moi, c'était vraiment l'idée d'identifier en fait une dynamique et d'en parler et de la mettre en lumière. Maintenant, pour essayer en tout cas de répondre à ta question, je pense qu'il y a quand même, d'une façon ou d'une autre, une question qui se pose à travers les parcours de ces romancières-là et leurs écrits aussi, qui écrivent depuis l'étranger. D'une manière ou d'une autre, on va retrouver la question de l'immigration dedans. Et pas nécessairement de la façon très explicite, très classique, qui va raconter par exemple un trajectoire, un départ d'un pays vers l'autre. Non, au contraire, ça, je pense que ça appartient. C'est quelque chose qu'on va y retrouver beaucoup plus il y a quelques décennies, moins aujourd'hui. Mais c'est un regard qui va se poser de façon beaucoup plus subtile. Dans la mesure où, enfin déjà de manière générale, on a, ça je le pense et je le dis souvent, une littérature qui est très souvent intimement liée à des sujets de société. L'immigration, l'exil et la façon dont on apparaît en société en font partie. Et du côté de la diaspora ou des autrices de la diaspora, c'est vraiment quelque chose c'est une question qui va évoluer. À partir du moment où vous parlez deux langues, par exemple. À partir du moment où vous allez raconter en français des choses que vous avez vues en Darija, par exemple, ou des scènes ou des choses propres qui n'existe dans cette langue qu'est la Darija, vous êtes déjà dans une forme d'entre-deux qui est très intéressante et qui apporte un regard peut-être plus nuancé, plus subtil qu'un simple récit de qu'est-ce que c'est que de vivre, je ne sais pas, en Espagne quand on est un immigré. Même si ces questions-là existent, elles continuent d'être traitées dans la littérature, mais je pense que justement l'une de ces spécificités de cette dynamique-là, c'est cette capacité aussi à
poser ce regard-là, mais de façon indirecte, on va dire. Oui, oui, et justement, tu viens de l'évoquer à l'instant, la question de l'immigration. C'est une thématique qui revient, entre autres, et c'est l'une des thématiques qui revient fréquemment dans les récits signés par ce que l'on appelle aujourd'hui les plumes diasporiques. Dans ce dossier que tu as coordonné et élaboré, Soundous, tu as réalisé un entretien croisé entre deux écrivaines basées dans deux pays différents. Leila Lalami d'un côté, qui elle réside aux États-Unis, universitaire et romancière, et puis en face, Samira Yayachi en France, qui réside, il me semble, à Lille, qui est également écrivaine. Et on se rend compte à la lecture de ce dialogue, de cet échange, que la narration de l'immigration représente finalement des enjeux différents pour l'une et l'autre en fonction de d'où géographiquement elle parle. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que j'ai vraiment tenu à faire cet entretien croisé. Et c'est un petit peu dans la continuité de ta précédente question. À savoir que écrire sur l'immigration, ça ne veut pas dire une seule chose. Et dans le cas de Leila Lalami et Samira Yayachi, ça va vraiment se traduire de façon très différente. Par exemple, Samira Yayachi, dans son dernier roman, Le ventre des hommes, on est vraiment sur quelque chose, on va dire, d'assez classique comme thématique. Elle raconte le parcours de son père qui a quitté le Maroc dans les années 60 ou 70, et elle va raconter son parcours d'ouvrier marocain dans les mines en France. Thématique voilà assez globale, et on est vraiment sur quelque chose déjà qui est une sorte de récit familial. On est dans un récit véritable, c'est-à-dire qu'elle n'invente pas cette vie-là, elle s'inspire directement du parcours de son père, et c'est quelque chose qui lui est venu de façon vraiment très spontanée. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que, en tout cas du côté francophone, il y a on va dire cette proximité entre les écrivains et cette capacité à aller vers des récits qui sont pas nécessairement des récits de soi ou de l'autofiction, mais de ce fameux inspiré de faits réels, ou en tout cas inspiré de ma vie à moi ou de celle de mon entourage. Chez les anglo-saxons, c'est vraiment une dynamique qui est tout à fait différente. La fiction prend beaucoup plus de place. On n'écrit pas sur soi ou sur son entourage avec autant de facilité, on va dire. Et donc, dans la tradition, en fait, de manière générale du roman américain, la fiction prend beaucoup plus de place. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et donc, confronter les regards de Samira et Leila sur ce sujet-là, c'était très important. Parce que, en fait, Leila Lalami, par exemple, me disait elle ne ressent pas systématiquement ou pas nécessairement un besoin, une envie d'écrire sur l'immigration. Là où pour Samira Yayachi, là où elle évoque une sorte de cri du cœur, presque quelque chose de presque viscéral, avec vraiment cette conscience d'elle-même en tant que romancière qui a ce besoin de raconter une histoire qui est celle de sa famille, mais qui est aussi celle de milliers d'autres immigrés marocains arrivés en France dans les années 70, et avec cette dimension très sociale, très politique aussi dans son propos. On le sent, Samira Yayachi, dans cet entretien. Et à l'inverse, Leila Lalami est dans quelque chose de beaucoup plus fondamentalement littéraire, presque de façon presque puriste, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où non, la littérature ne doit pas nécessairement parler de là où on vient. Et je pense que ça a trait à vraiment deux conceptions très différentes. Il y a quelques années, j'avais fait un autre entretien avec Leila Lalami. C'était la première fois que je l'interviewais, et c'était pour son roman The Other Americans, qui a été traduit en français. Et là, effectivement, c'est l'histoire d'une famille d'immigrés qui vit aux États-Unis, ils sont d'origine marocaine, etc. Et je lui posais cette question sur la façon dont elle est perçue en tant qu'écrivaine marocaine aux États-Unis. Et elle m'a donné cette réponse très, très intéressante qui me disait que ce n'est pas quelque chose, à laquelle elle est systématiquement ramenée, là où en France, ça peut être beaucoup plus le cas. Deuxièmement, l'écrivain aux États-Unis, c'était sa réponse, n'est pas investi de cette mission presque politique. On invite très rarement un écrivain aux États-Unis sur une émission pour parler d'un sujet, pour donner son avis sur quelque chose qui n'est pas son livre ou qui n'est pas son travail littéraire. Là où, en fait, en France, par exemple, les écrivains sont beaucoup plus amenés à prendre position, ils sont attendus sur certains sujets, ils sont attendus on attend d'eux qu'ils portent certaines voix, qu'ils les défendent. Et voilà, donc ce sont vraiment ces deux paradigmes francophones et anglo-saxons que je trouvais très intéressant de croiser dans cet entretien. Et ce qui est intéressant finalement, c'est ça pose une question quasi vertigineuse et assez fondamentale, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de décorréler des textes, des récits, des romans, des lieux où est-ce qu'ils ont été écrits,
Tu pourras peut-être, Soundous Chalabi, y consacrer ta prochaine tribune. Mais en attendant, on parle de la tribune que tu as publiée dans le cadre de ce dossier spécial consacré aux plumes diasporiques et au féminin. Et tu as choisi de t'emparer, moi j'ai envie de dire spontanément, d'un tabou absolu presque. C'est une tribune que tu as intitulée « Ces clichés, vraiment ?» avec un point d'interrogation, je précise. Donc, c'est le titre de cette tribune que tu signes dans ce dossier, une tribune dans laquelle, tu te demandes, qu'est-ce qu'un cliché ? Est-ce qu'il cannibalise le roman ou en revanche, est-ce qu'il lui donne plus de souffle ? Est-ce qu'il faut le contourner ou en revanche se l'approprier, en jouer ? Est-ce que déjà, tu as trouvé la réponse, toi ? Et pourquoi avoir choisi cette thématique en particulier, Soundous ? C'est une question que j'ai commencé à me poser dès que j'ai commencé, ou en tout cas quelques semaines après avoir commencé à tenir la rubrique Kids, donc il y a déjà quelques années. Mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient énormément, il me semblait que ça avait vraiment sa place dans ce numéro-là en particulier. Quand un livre sort, et notamment lorsqu'il a été publié à l'étranger et qui rencontre un certain succès, et ça c'est un autre sujet sur les canaux de reconnaissance qu'on a et de valorisation des romans, mais quand un roman sort, moi j'ai très souvent entendu, alors que même il fonctionne à l'étranger, par exemple il a trouvé son public, au Maroc j'ai très souvent entendu non mais c'est pas possible, c'est bourré de clichés. Parfois j'ai moi-même pu dire ça et le penser sincèrement. Et c'est une position qui se tient, mais le fait est que c'est, on va dire, un reproche qui revient très, 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 très souvent. Parce que, je le disais tout à l'heure, on a cette littérature qui s'empare énormément de sujets de société. Et à partir de là, on tourne, c'est vrai, très souvent au sein de thématiques que sont les libertés individuelles, les droits des femmes, parfois les droits des enfants, ce qu'est l'émancipation pour une femme, etc. Donc, d'autant plus lorsque on a beaucoup d'autrices qui sont des femmes aussi. Donc, il y a quelque chose d'assez spontané qui vient de cette manière-là. Et l'idée de ce texte-là, c'était vraiment d'aller au-delà de ce reproche qui peut tendre parfois vraiment faire une catégorisation binaire entre ça ce serait authentique et ça au contraire ça serait que des clichés, mais le fait est que un cliché c'est d'abord une réalité. Un cliché ça vient pas de nulle part, un cliché c'est quelque chose qui existe et qui existe beaucoup. Est-ce que ça en fait nécessairement quelque chose de faux ? C'est là où se pose la question. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue très souvent, ce sujet-là. Il est très épineux et bon, on dit beaucoup de choses et son contraire. Mais moi, en fait, l'idée, c'était de dire, bon, est-ce que sous prétexte que tout le monde parle, par exemple, je vais donner un sujet très vaste, des droits des femmes en littérature, est-ce que pour autant, il faut arrêter d'en parler ? Si pour telle autrice ou tel auteur, c'est quelque chose de presque viscéral et il y a un besoin d'écrire sur ce sujet, est-ce qu'on peut le lui reprocher ? Est-ce qu'on peut lui en faire le procès ? Et pour les autrices de la diaspora, c'est encore plus frappant parce qu'elles, en plus, elles ont souvent le droit au reproche de « mais vous ne vivez même pas ici, vous ne la connaissez même pas, cette société ». Donc, pourquoi est-ce que vous vous permettez de le faire ? Il y a vraiment cette idée qui est fausse que l'écrivain serait quelque part le porte-étendard de sa société et que en écrivant tel roman, il représente une société, il représente les femmes, il représente les enfants. C'est faux. Oui. En tout cas, personnellement, j'ai entendu très peu d'auteurs me dire « Moi, dans ce roman, je représente la femme marocaine et je veux dire qu'elle est... » Personne ne dit ça. Enfin, voilà. Donc, c'est cet ensemble de questions-là. Et pour en finir un petit peu avec cette idée-là, c'est se dire que le cliché n'est pas nécessairement à bannir. Ça dépend juste de qu'est-ce qu'on en fait. Parfois, le cliché est incontournable. Parfois, il le faut pour les besoins d'une histoire, pour les besoins d'un récit, de parler. Eh bien, je ne sais pas, même si ce n'est pas le sujet central, mais votre personnage ou un personnage doit avorter. Est-ce que parce que ce sujet a été écrit, est-ce que c'est pour autant que je dois me censurer à l'inverse finalement, et me dire il faut absolument le contourner? C'est là où il y aurait un vrai problème, parce que l'écrivain serait constamment dans cette position où il doit éviter ce qui est attendu, et donc aussi éviter ce dont lui veut parler. Et l'histoire est complètement déformée, et c'est là où, à la base, le cliché, c'est quoi ? C'est un reproche, c'est un procès d'authenticité, finalement.
Mais est-ce que en s'efforçant à contourner le cliché forcément, est-ce qu'on ne tombe pas non plus dans un procès d'authenticité aussi? Et ça pose d'autres questions. Doit-on établir, entre mille guillemets, une éthique du cliché? Faut-il libérer les clichés des clichés? Ça pose des questions à l'infini, en tout cas. C'est vraiment très large, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une préoccupation. Pour beaucoup d'autrices avec qui j'ai pu parler, échanger sur ce sujet-là, c'est une question qu'elles se sont posées et chacune en fait quelque chose de très différent. Et après, bon, de toute façon, il y a aussi une subjectivité. Ce qui peut être cliché pour moi ne l'est pas forcément pour une autre personne. Et toujours est-il que le cliché plaît. Le cliché est grand public, le cliché a une force d'évocation puissante. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on essaye de le subvertir volontairement? Est-ce qu'on parle du cliché pour complètement l'inverser par la suite et en dire autre chose? Et à ce moment-là, on n'est pas tant dans l'attendu. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était une question qui valait un petit peu de réflexion. En tout cas, Sundus, elle donne matière à réfléchir, cette thématique, qu'on pourrait d'ailleurs évoquer dans un débat plus large, un débat d'ailleurs que nous avons fait, entre autres, où nous avons soulevé cette question du cliché dans le débat Tel Quel Talk avec deux romancières de talent que vous connaissez très bien, Lumna Salaj et Ajal Hazel. Ces clichés, vraiment, point d'interrogation, c'est le titre donc de ta tribune à retrouver dans ce dossier spécial sorti dans le numéro 1130 de Tel Quel en kiosque depuis le 18 avril dernier, à retrouver également sur telquel.ema. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, Sundus, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Boussala. Et c'est la fin de ce Zoom de la rédaction, une édition spéciale consacrée au dossier dédié aux romancières de la diaspora, dossier élaboré en partenariat avec le CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, un dossier réalisé et coordonné par Sundus Chlaibi et visible dans le numéro 1130 de Tel Quel, paru en kiosque le 18 avril dernier et évidemment à retrouver sur telquel.ema. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode de Tel Quel Talk, l'émission qui décrypte les faits marquants de l'actualité nationale et internationale.